nos sociétés humaines nous ont complètement déconnectés de la planète, alors qu'il n'y a aucune matière première qui provient de l'espace. Non. Donc ce n'est pas une punition, c'est plutôt une bouée de sauvetage qui est lancée au niveau international de façon à ce que toutes les entreprises... Ici on peut retrouver Anne Maton, qui est consultante RSE, consultante extra-financière si j'ai bien compris, et elle pourrait nous donner un peu son avis sur vers où la direction du monde va. Oh là là, vous me dites un grand pouvoir que je n'ai absolument pas. Alors je suis, oui, effectivement, consultante en stratégie, j'insiste sur ce terme stratégie développement durable et RSE, et évidemment je suis également engagée et bien évidemment très impliquée dans ce qu'on appelle le reporting de la performance extra-financière, qui est donc portée par la nouvelle directive CSRD, donc voilà, qui va concerner lorsque le calendrier effectivement de l'échéancier sera arrivé à son terme, un terme bien évidemment qui va très certainement être élargi plus tard, donc permettra de toucher 33 000 entreprises en Europe, voilà, au niveau de la communauté européenne. Donc un énorme bond en avant en termes d'obligations, de déclaration, c'est-à-dire de déclaration et de transparence, puisque c'est la transparence qui est ici exigée sur l'ensemble des impacts que les entreprises ont sur l'environnement au sens large. Donc quand on parle d'environnement au sens large, on met bien évidemment les communautés, on met l'humain. Donc il y a vraiment, c'est vraiment tout le monde dans la même sphère, dans le même écosystème. Hein. Donc voilà pour mon poste. Et puis ensuite c'est pour les présentations, et évidemment cette nouvelle réglementation qui va constituer réellement un tournant dans les obligations des entreprises, et un tournant qui est très fortement orienté sur l'action. Et on avait le mot performance, hein, on parle de performance extra-financière, ce qui va obliger les entreprises à être performantes sur ce volet-là, tout comme elles le sont sur le volet financier. Donc on a un rééquilibrage de force entre la finance, le financier et le non-financier, donc l'extra-financier, évidemment, les impacts sur l'environnement, tout ce qui est et dans l'environnement au sens large, bien sûr, tous les aspects sociaux des populations, etc., salariés, voilà, tout est dedans. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi les entreprises qui seront concernées justement par ces régulations ? Il y a un système de paliers, bien évidemment. Les grands groupes sont les premiers à sauter le pas, donc ils sont déjà en train de préparer leur déclaration, puisqu'ils devront effectuer cette déclaration en janvier 2025. Pour les autres entreprises, en fonction de seuils qui sont définis en fonction du nombre de salariés, du niveau de bilan, montant du bilan ou chiffre d'affaires, c'est au choix. D'entreprises qui vont devoir elles aussi se plier à l'exercice. Et petit à petit, donc effectivement, le calendrier il y aura un nouveau calendrier qui sera donc établi. Donc il est fortement à prévoir que à terme, c'est l'objectif, l'ensemble des entreprises seront donc soumises à cette obligation de déclaration, peut-être avec des niveaux en fonction de leur taille adaptés en termes de quantité d'informations à rapporter. Voilà, tout simplement. Mais les normes sont là, les ESRS. Ce sont des normes et des sujets, donc elles abordent ce qu'on appelle des sujets de durabilité. Donc ce mot va devenir vraiment le terme central de tout ça. On va parler de stratégie de durabilité, de rapport de durabilité. Donc voilà, il y a un basculement de la RSE vers effectivement cette notion de durabilité qui englobe et qui est centrée sur les trois. On a toujours ces trois piliers, mais il faut la solidarité, la prospérité, parce qu'il faut effectivement que l'économie soit engagée et soit porteuse puisse financer effectivement cette transition, et puis la sobriété. Voilà, dans toutes les ressources qui sont utilisées et engagées par l'entreprise. Imaginons, je suis une entreprise et toutes ces déclarations que je dois faire, je les vois plus comme une punition, pas forcément un engagement, où je vois pas forcément de retour. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être transformer la vision ou les résultats, de le voir comme une punition, comme quelque chose un retour sur investissement ?
Alors, ça ne doit absolument pas être perçu comme une punition. Cette initiative cette initiative provient justement de la volonté d'entreprises qui, depuis des années, beaucoup d'entreprises, voilà, on a tendance à pouvoir penser, que beaucoup d'entreprises rechignent depuis le départ, ne sont pas engagées. Or, c'est faux. Il y a énormément d'entreprises qui sont engagées depuis de nombreuses années. Donc, au départ, la RSE, donc la responsabilité sociale d'une entreprise, et qui œuvre depuis de nombreuses années. Il y a déjà des labels en place, il y a des plateformes d'évaluation comme EcoVadis. Donc, vous voyez que ce n'est pas un sujet qui est nouveau. C'est un sujet qui dont les entreprises se préoccupent depuis de nombreuses années. Donc, la volonté de ces entreprises-là, ce sont ces entreprises qui, elles, sont engagées depuis de nombreuses années, qui souhaitent qui souhaitent, si vous voulez, que leurs efforts soient reconnus et soient valorisés en termes sur la place des affaires, donc soient valorisés à la hauteur de leurs résultats financiers. Donc c'est bien pour ça qu'on a cette volonté de faire remonter tout ce travail, tous ces efforts de ces entreprises-là, que ce soit valorisé au même niveau qu'un bilan ou qu'un compte de résultat. C'est éminemment important parce que sinon on est sur une distorsion de concurrence, bien évidemment, et ça n'engage pas à effectivement œuvrer à préserver les ressources, à préserver et on va dire maintenant à agir, à s'adapter au dérèglement climatique. Alors c'est vrai que l'emballement lié au dérèglement climatique, cet emballement a accéléré aussi également de la part de, et puis je dirais le top départ a été donné par l'accord de Paris, suivi donc maintenant par l'accord de Koenig-Montréal pour le volet biodiversité, et ces accords internationaux enclenchent effectivement ce mouvement vers la durabilité des entreprises. Donc ce n'est pas une punition, c'est plutôt une bouée de sauvetage qui est lancée au niveau international de façon à ce que toutes les entreprises, parce que nous l'Europe on a la CSRD, mais il y a l'équivalent. Enfin, il y a des obligations également dans d'autres pays avec d'autres référentiels. On va parler de référentiels, on va parler de cadre volontaire ou de cadre obligatoire. Donc, la CSRD est un cadre obligatoire. Il peut y avoir des cadres qui sont plus volontaires dans d'autres pays. En tous les cas, là, la trajectoire est simple. Elle est sur deux plans. Il faut une trajectoire de décarbonation pour une stratégie climat et une trajectoire qui va viser à préserver ou voire restaurer la biodiversité avec une stratégie, avec une trajectoire concernant la biodiversité. Qui est justement appuyée et bien sûr avec une vision qui va être double pour l'entreprise. L'entreprise maintenant va devoir avoir une vision de ses impacts, avoir la conscience de ses impacts, des incidences qu'elle produit sur son environnement au sens large. Bien sûr, je mets l'humain dedans. Et puis, en retour, elle va également analyser quels sont les risques pour la conduite de son activité. Risques, mais également opportunités, parce que l'entreprise a également la possibilité, de par son activité, d'aider soit la transition, soit d'aider à préserver des ressources. Et donc, dans ce cas-là, on parlera d'opportunités. Donc, elle a cette double vision maintenant. Elle n'est plus auto-centrée sur elle-même et ses marchés. Elle a la vision des impacts de son activité. Elle doit faire cet exercice-là. C'est nouveau, c'est la grande nouveauté, mais c'est quelque chose qui va profondément transformer les entreprises, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas de punition. Il n'y a que il faut une prise de conscience, une adaptation, et il y a énormément d'innovations qui auront très certainement lieu suite à ce travail-là, qui est un travail conséquentiel, mais une fois qu'il sera initié, permettra à la plupart des entreprises donc de se positionner, d'évoluer différemment et d'adapter leur offre au mieux pour être le plus durable possible. J'ai bien aimé votre métaphore sur la bouée de sauvetage, justement, internationale, ça veut bien dire. Oui, parce que c'est de l'analyse du risque. On va demander aux entreprises d'être en capacité de produire une analyse des risques. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien qu'on est dans une situation donc, de risques extrêmes qui se produisent en cascade, qui ne vont faire que s'accroître. Et cette capacité des entreprises, sortie du secteur prudentiel, du monde de l'assurance, où là c'était un exercice
desquelles ces entreprises sont coutumières. Des grands groupes également produisent cette analyse de risque, ont cette culture de l'analyse du risque. Pour ce qui est des entreprises, voilà, pour lesquelles ce n'est pas le métier ou n'ont pas l'habitude, si vous voulez, c'est vraiment une façon de leur dire, il faut vous y mettre, il faut que vous ayez cette culture du risque, d'analyse du risque, parce que vous ne pourrez pas, ce sera difficile de vous en sortir, ce sera beaucoup plus dur pour vous sinon. Voilà. Donc cette culture, cette analyse du risque, c'est un exercice mental à faire, hein. Quelque chose auquel il faut c'est vrai qu'il va falloir s'habituer et avoir une nouvelle tournure d'esprit. C'est ça. Du coup, c'est les vieilles, il faut prendre une complètement nouvelle vision, on doit s'adapter. Ça change la vision. Oui. Change la vision. C'est pour ça que c'est une transformation des entreprises automatiquement, puisque la vision change, la façon de considérer les sujets, parce qu'on parle de sujets, hein, des sujets de matérialité, des sujets de durabilité, la façon de voir ces sujets, de les observer, enfin de les analyser, change. On change d'angle. L'angle change. L'angle n'est plus auto-centré sur l'entreprise, mais également centré sur les effets de l'entreprise vers l'extérieur. Et puis ensuite, les effets de l'extérieur sur l'entreprise. Donc, vous voyez, donc on change, les angles changent, les angles d'analyse, et on demande de se projeter, on demande d'avoir des visions, on demande d'avoir du long terme, ce à quoi les entreprises n'étaient absolument pas ou plus du tout habituées pour la plupart d'entre elles, puisqu'on est sur une vision née dans le guidon. Donc là, c'est plus possible. On peut plus. Il y a cette obligation maintenant. C'est une question de survie, d'avoir une vision, de se projeter à long terme. On le voit, les différents accords sont des accords sur du long terme, 2050, et on peut aller plus loin dans certains secteurs d'activité, parce que si on prend l'urbanisme, si on prend le secteur immobilier, il faut se projeter à parfois jusqu'à 80, 100 ans. Ouais. Il y a une phrase que je me répète à moi quand j'essaie de prendre une décision sur mes actions de tous les jours, c'est qu'est-ce que Amaury grand-père me conseillerait de faire? Et comme ça, je pense bien plus long terme que court terme, ce qui me permet de faire en général le meilleur choix. Ça peut être une vision aussi pour qu'est-ce que grand-père entreprise me conseille. Il faut se donner un cap, il faut avoir une vision, on ne peut plus se contenter de l'année fiscale, de l'année... voilà. Vous voyez, c'est vraiment voir beaucoup plus loin. Et donc cette analyse, le fait de s'emparer, parce qu'en fait c'est ça, c'est de s'emparer des sujets de durabilité que sont, alors c'est la biodiversité, mais la biodiversité il y a des sous-segments, hein, c'est trop vaste. Alors biodiversité, on va prendre le sujet, donc là dans les pratiques par exemple, on va observer les 5 facteurs de pression, hein, donc que sont le changement de destination des terres, la déforestation, l'introduction d'espèces invasives, il y en a 5 comme ça. Il y a donc le dérèglement, bien sûr, le changement climatique, et donc on va demander aux entreprises de monter en compétence sur ces sujets-là et de se positionner et de dire mais posez-vous la question si vous avez un impact, si vous impactez, parce qu'elles ne se sont jamais posé la question. Là, on demande juste, la réglementation demande juste de se questionner. Bah, quand même, c'est quand même pas inabordable. Simplement posez-vous la question, c'est une prise de conscience, parce que nos sociétés humaines nous ont complètement déconnectés de la planète, alors qu'il n'y a aucune matière première qui provient de l'espace. Non. Tout est produit sur Terre. Donc, voilà. Mais il y a une déconnexion sociale, hein, culturelle, mais il va falloir reprendre conscience et se reconnecter. Oui. Je suis d'accord avec vous. C'est tout ce qui est demandé, c'est l'exercice qui est demandé, donc c'est pas une punition. Au contraire, on pourrait se dire, mais si on ne l'avait pas, et si on posait la question dans l'autre sens, et si les autorités, les États, etc., n'imposaient pas ça, et qu'il se passerait, voilà, et qu'on se projette effectivement dans un siècle, ou peut-être même avant, on se dit, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Pourquoi vous ne nous avez pas dit qu'on risquait ça? Voilà ce qui aurait pu intervenir. Là, c'est dit. Prenez conscience et agissez. C'est sûr qu'on ne peut pas agir si on n'a pas conscience. On est d'accord. Donc, c'est tout ce qui est demandé. On demande simplement aux entreprises de prendre conscience
À travers ce de- podcast, vous êtes aussi en train d'étendre la conscience, en train de donner plus de conscience à d'autres on personnes. leur demande juste de réfléchir à des thématiques sur des thèmes pour lesquels elles n'avaient même pas l'idée qu'elles auraient un jour à réfléchir à ça. Mais Vous si, avez il va falloir. parlé de forces externes. Et les entreprises vont investir dans les choses qui leur apportent de l'argent. D'accord, c'est l'objectif d'une entreprise. Les consommateurs, s'ils choisissent de plus en plus des entreprises qui supportent justement ces valeurs de RSE, justement sur le long terme, les personnes vont investir là-dedans, les entreprises. À quel point maintenant, et même ça augmente de plus en plus, on le sait maintenant, les consommateurs veulent des entreprises qui supportent leurs valeurs personnelles face au changement climatique. Automatiquement, avec cette nouvelle réglementation, ils auront leur réponse et ils l'auront en toute transparence puisque les rapports seront accessibles et publiés sur les sites internet des entreprises. Donc, tout un chacun, consommateur, pourront consulter les rapports et voir réellement ce que l'entreprise, comment l'entreprise agit, le comment et les résultats, puisqu'il y a un engagement, il y a une demande de performance. Donc, il faut pouvoir afficher les résultats et si ça ne fonctionne pas, il sera demandé par la suite à l'entreprise de modifier ses actions, la façon de conduire des actions transformatrices, de façon à ce qu'il y ait des résultats qui fonctionnent. Il faudra que ce soit performant. Donc, il faut atteindre des résultats. Il faut se fixer des objectifs et les atteindre. Donc, on sort de la déclaration d'intention. C'est pas, tiens, je vais faire ça, je dis que je suis, voilà. Bah non, je dis que je veux aller là, mais je montre comment je suis en train d'y aller. Oui. Et ce qui est demandé. Et c'est ce qui sera produit dans les rapports. Donc après, c'est à tout un chacun aussi d'aller vérifier. De dire, ah bah oui, là finalement. Et l'éco-blanchiment, donc le greenwashing en anglais, donc donc le greenwashing, donc le règlement, la loi s'est profondément durcie à l'échelle européenne. Donc il y aura des sanctions là aussi. Ne pas prétendre n'importe quoi, à avoir des allégations trompeuses pour les consommateurs ou les intermédiaires, les partenaires commerciaux. Là, c'est également le devoir de vigilance. Donc là, tout ça est éminemment contrôlé et sanctionné. Qui se renforce de plus en plus. Moi, j'ai envie de dire, la fête est finie pour ceux qui vont en profiter allègrement prétendu tout et n'importe quoi. Je dirais, cette fois-ci, c'est bouclé, c'est très dangereux pour eux. Ça va s'arrêter tout de suite et ils seront lourdement condamnés. Donc c'est une étape. C'est vraiment une bascule. Mais maintenant, il faut, comme je vous l'ai dit, le calendrier se met en place. Mais croyez-moi, les choses commencent sérieusement à bouger du côté des entreprises. On le voit. Très bien. Alors il y a des secteurs qui sont bien évidemment les plus à risque, qui eux vont devoir bouger en priorité. Tout le monde n'est pas, évidemment, toutes les activités, tous les secteurs d'activité ne sont pas au même niveau d'impact, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez peut-être 3 exemples des plus gros secteurs qui sont à risque, même si c'est face aux régulations ou même si c'est face aux dépendances de la terre? Oui, la construction, l'extraction et bien sûr en tête l'agriculture. Et l'agriculture, en plus, en agriculture, c'est vraiment prégnant et ça touche tout le monde puisque c'est notre nourriture. Oui. Ah oui, donc il y a vraiment, c'est prioritaire, sauf que l'agriculture n'a toujours pas fait sa révolution agroécologique. Donc on attend, mais bon, on ne pourra pas attendre longtemps. Bien, mais là-dessus, on ne prononce pas. Pas plus. Après, c'est le débat de clocher, donc, et puis c'est éminemment politique. Ouais. Est-ce que, avant qu'on termine, parce que je vois que ça fait environ 20 minutes qu'on est dans le podcast. Oui, on va. Ouais. Est-ce qu'il y a 3 petits points importants que vous pensez c'est important pour les entreprises de savoir? Quel niveau? Désolée. Pour se conforter dans la RSE, dans le fait d'implémenter une stratégie RSE. Ça peut être dans la RSE, ça peut être face aux demandes des consommateurs, ça peut être même votre vision face
Pour moi, je dirais que pour les entreprises, en s'engageant réellement, c'est-à-dire en engageant leur stratégie d'entreprise, en alignant leur stratégie d'entreprise sur la RSE, et donc en ayant une stratégie de durabilité, pour les entreprises, c'est une chance incroyable d'actionner et d'avoir un dialogue, un niveau de dialogue avec l'ensemble de ses partenaires, qui est un niveau de dialogue qui est différent d'un dialogue commercial. On va aller au-delà du dialogue commercial, et c'est là qu'on peut vraiment enclencher des actions communes, des façons d'agir ensemble. Parce que quand on parle de plan d'action RSE, les plans d'action qui fonctionnent le mieux, je parlais de performance, sont des plans d'action qui sont faits en partenariat. Et là, je reviens et je vais conclure sur les ODD, les objectifs de développement durable, qui ont été déclencheurs et qui sont toujours prégnants, qui font consensus. Ce sont les seuls accords qui font consensus au niveau mondial. Et bien, ces ODD, quand ils ont été présentés, c'est l'ODD 17 qui a été donné comme le plus important, et l'ODD 17, ce sont les partenariats. Il n'y a aucun plan d'action RSE, c'est-à-dire effectivement d'atténuation, etc., de limitation des impacts, de maximisation des impacts positifs, de minimisation d'impacts négatifs. Il n'y a aucune action qui puisse être réellement efficace et rapide sans partenariat avec votre chaîne de valeur, avec les acteurs de la chaîne de valeur. C'est impossible. L'entreprise ne doit pas être seule à agir, certainement pas. Elle doit le faire avec ses partenaires et en premier lieu, elle doit agir avec son territoire, avec les acteurs de son territoire, et parfois tout simplement avec les gens quand une entreprise est sur une zone industrielle, une zone d'activité, commence déjà par sa zone, dans un esprit d'écologie industrielle, c'est-à-dire on s'entraide au niveau de la zone, au niveau déjà. Ça peut très bien, par exemple, récupérer l'énergie fatale d'un voisin qui en produit beaucoup pour se chauffer. Vous voyez, on peut faire des échanges, on peut gérer les déchets en commun sur une même zone, ce qui évite des flux de camions qui viennent chercher les déchets des uns des autres. Et déjà, on commence local. Puis ensuite, mais pas seul. On ne fait pas tout seul. Et c'est pour ça que je boucle. C'est pour ça qu'on ne peut pas, reprocher à la RSE des coûts supplémentaires. Parce que s'il y avait cet esprit de mutualisation, très rapidement, les coûts sont à l'équilibre. Il n'y a pas de coûts. Il y a un investissement qui très rapidement se retrouve rentabilisé, puisque par le biais de mutualisation, par le fait de pas agir seul, et bien souvent l'effet est neutre, voire même il y a des bénéfices. Ce qu'on fait autrement, et finalement on accroît peut-être des nouveaux partenariats commerciaux qui viennent se greffer. Il n'y a que des bonnes surprises généralement. Pas rester seul, voilà, ce sera le mot de la fin. Ouais. Mais agir, avoir un plan d'action efficace, performant, c'est ce qui est demandé. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour votre savoir. Merci. Et je vous dis à bientôt. Bonne continuation. Au revoir, Amaury. Merci. Au revoir, Anne Maton.